Donc il est 16h52. Parfait. Je vais vous parler de la question de la politique ou de la conception de la politique à partir des écrits historiques de Marx. Par écrit historique, j'ai mis ça entre guillemets. Il s'agit essentiellement des textes Les luttes de classe en France et le 18 Brumaire de Napoléon Bonaparte. Je ne prends pas en considération le texte de 1871 sur la guerre civile en France, parce qu'il présente des problèmes sensiblement différents à mes yeux. Vu le temps imparti, de toute façon, je ne parviendrai pas à aller au-delà. Donc le problème que je me suis posé est extrêmement simple. Qu'est-ce que fait Marx lorsqu'il effectue ses études historiques sur les luttes de classe en France et le 18 Brumaire de Napoléon Bonaparte? Quand je pose la question qu'est-ce qu'il fait, la question d'arrière-plan est comment cette étude s'inscrit-elle dans l'ensemble des élaborations théoriques qu'il fait surtout avec Marx et Engels depuis 1844 au moins, mais qui commence déjà dès 1842 avec le fameux article sur le vol de bois qui lui vaut d'être chassé d'Allemagne et obligé de vivre en exil en France. Je précise quelque peu le cadre de ma réflexion. Dans les années 1844-1848, en gros des manuscrits de 44 jusqu'au manifeste, Marx élabore conjointement avec Engels une théorie de l'histoire, une théorie de la société, une théorie de l'être et vivre ensemble des hommes, et qui se met sous l'étiquette matérialiste. Alors, par matérialiste, on ne sait pas toujours très bien ce que ça veut dire. Je pense qu'il faut d'abord y voir un rejet de la position idéaliste hégélienne et plus largement d'un idéalisme même non hégélien, résiduel dans à peu près toutes les réflexions. Et matérialiste signifie, je pense, fondamentalement une posture, une exigence épistémologique consistant, se résumant dans l'expression partir du bas. Partir d'en bas et non pas du ciel. C'est de la terre au ciel que l'on monte ici, à l'encontre de la philosophie allemande qui descend du ciel sur la terre. Donc c'est ce mouvement de voir les réalités humaines comme des constructions qui se font à partir du bas, donc à partir des exigences matérielles de l'exister, vivre, se produire, se reproduire ensemble. Bon, quelques mots sur les prémices matérialistes de Marx auparavant, celles donc qu'il développe dans ses 5 ans, en gros, entre 1844 et 1848. Je ne vais évidemment pas aller dans les détails, à la fois pour des raisons de temps et aussi parce que ce sont des aspects généralement bien connus. Donc, la première présupposition que je ressouligne, donc toute existence sociale a pour prémisse, pour présupposition, la production de la vie matérielle et sa reproduction. Deuxième observation, cette production est toujours le fait d'une société, ce n'est jamais le fait d'un individu isolé, c'est-à-dire c'est toujours le fait d'un collectif, d'une pluralité. L'insistance de Marx, c'est des hommes, ce n'est pas jamais l'homme. L'homme, l'apostrophe avec un grand H par hypothèse, n'existe pas chez Marx, seuls existent les hommes, et les hommes sont toujours dans des situations bien déterminées, dans des rapports bien déterminés, etc. Je ne développe pas ce point. Cet ajout méthodologique, quand Marx parle de déterminer, il faut entendre toujours aussi différencier. Les situations des individus sont différenciées les unes par rapport aux autres, ce qui veut dire qu'il y a immédiatement une collaboration, une coopération sociale, avec différents rôles, différentes tâches, différentes manières de répartir le produit de la coopération sociale. Et en plus, les individus évidemment sont placés dans des rapports qui ne sont pas indifférents, qui sont déterminés également, souvent à caractère hiérarchique. Donc la vraie force productive, c'est la société, en tant que la forme de rapport dans laquelle elle place chacun, chacune. Cette forme est constituée par
le jeu de l'ensemble des incitations, commandements, sanctions qui peuvent s'exercer sur un individu par des agents légitimés à l'intérieur du dispositif social à le faire. En sorte que, et c'est une citation de Marx, le mode d'action collective en lui-même constitue une force collective. Fin de citation. Rapproché de la fameuse proposition qui ouvre le manifeste selon laquelle l'histoire de toute société jusqu'à nos jours n'a été que l'histoire de la lutte des classes, ce constat suggère que l'objet de cette lutte est le contrôle sur la richesse, sur le mode de production de la richesse, sur la répartition de la production de la richesse, via le contrôle sur les forces productives. Et partant que ce contrôle se confond avec ce que Marx appelle les rapports de production. De manière sommaire, on peut définir ces rapports de production comme étant l'ensemble des règles qui président au rapport entre ceux qui sont engagés dans une production déterminée et ceux qui en sont les commanditaires versus les bénéficiaires. Et ceux qui en sont les commanditaires et les bénéficiaires. Les seconds, donc les commanditaires et bénéficiaires, commandent aux premiers, les producteurs, qui reçoivent une compensation pour leur peine, laquelle doit évidemment au moins assurer leur conservation, c'est-à-dire leur propre reproduction. Ce qui est formulé ci-avant suggère déjà ceci, à savoir que le rapport de contrainte est immanent, intrinsèque au rapport de production. Le rapport de contrainte n'est pas quelque chose qui s'ajoute au rapport de production. Les rapports de production comme tels comprennent le moment de la contrainte, et ce n'est pas quelque chose qui s'y ajoute, qui en serait extérieur. Donc le problème suivant est celui de l'instauration de la pérennisation d'un rapport de production déterminé. Et ce point est, me semble-t-il, un des enjeux décisifs dans l'effort intellectuel de Marx et Engels. Et de nouveau, lorsqu'on s'intéresse à cette question dans cette perspective, prétendre distinguer un moment économique d'un moment social ou politique ou autre est, me semble-t-il, parfaitement illusoire. Il n'est pas outré de dire que le rapport de production pourrait, dans le langage de Mauss, être caractérisé comme fait social total. C'est-à-dire tout autant politique qu'économique, que social, que psychologique, etc. Donc la question devient, pourquoi passe-t-on, par exemple, à l'intérieur du système féodal, du fief à un système monarchique, c'est-à-dire à un royaume? Plus tard, dans un système capitaliste, pourquoi passe-t-on d'une entreprise à un État légal, bureaucratique, avec tous les aspects de la force de contrainte collective que celui-ci emporte? Tout le point de Marx est de comprendre, dans l'un et l'autre cas, la résultante comme une extension nécessaire. C'est-à-dire, on passe nécessairement du fief au royaume. On ne peut pas faire autrement que de passer du fief au royaume. On ne peut pas faire autrement que de passer de l'entreprise à un État au sens plus large. Pour le faire voir, c'est extrêmement... Au fond, une suggestion suffit de le faire voir. Si on se met dans la position d'un seigneur féodal ou d'un chef d'usine, leur objectif commun est de mettre au travail une masse d'humains au service de leurs intérêts. La difficulté massive à laquelle ils font face, c'est celle d'éviter que ces assujettis ne cherchent à s'échapper. Enfin, pourquoi est-ce que je travaillerais pour vous? C'est très simple. Pourquoi au fond, fondamentalement, je peux m'en aller. Si l'idée en venait à certains, et qu'en plus, la tentative de s'en aller réussit, la chose va faire buzz, va faire à une très très grande vitesse, et donc être parfaitement dévastatrice pour le métier. On peut s'en aller, on peut aller vivre ailleurs, ça peut marcher. Donc la rumeur ne manquerait pas de revenir aux oreilles des uns et des autres et stimuler de nouvelles ardeurs de départ vers cet ailleurs. Du point de vue je résume, je simplifie, du grand ainsi, décourager ses envies et ses rêves d'échapper est essentiel, crucial. À cette fin, un dispositif essentiel est de parvenir à des accords entre plusieurs chefs de terre, plusieurs chefs féodaux, plusieurs chefs d'entreprise, jusqu'à atteindre une étendue qui dépasse les ambitions migratoires raisonnables de l'immense majorité des pauvres. En sorte que la mise sur pied d'un royaume
d'un État-nation territorial doit être comprise comme ayant entre autres pour rôle de casser l'imaginaire d'un ailleurs où n'aurait pas lieu le rapport de production auquel on rêve d'échapper. Un territoire s'unifie ainsi à raison de l'extension territoriale qu'il s'agit de donner à un rapport de production déterminé. Dans un autre langage ainsi, il convient de voir la constitution de grandes entités étatiques territoriales comme l'effort pour étendre le règne d'un rapport de production déterminé. Bon, ici je suis obligé d'abréger de façon à aller plus rapidement vers le propos historien. Alors, mon idée fondamentalement, c'est que le moment 1848-1850, en gros, est un moment qui va permettre à Marx et Engels, et ici surtout à Marx, au fond, d'essayer de préciser sa compréhension des choses sur un terrain. Au fond, il a un modèle théorique. Qu'est-ce qu'un terrain particulier, une séquence historique particulière, va amener comme complément, correctif ou ce qu'on voit. Alors, en tout cas, lisant d'un trait Lutte des classes en France et le 18 Brumaire, on réalise que ces deux textes ne forment à la vérité qu'un seul. Ils sont des reprises variantes, ajouts, précisions. Ils présentent d'ailleurs pas mal de redondances. On peut dire que l'objectif de Marx est de parvenir à une intelligence de cette séquence politique, marquée en février 1848 par l'irruption soudaine du prolétariat sur la scène politique, avec pour résultat la chute de la monarchie de Juillet. Cette exigence qu'il s'assigne, c'est celle de se donner quelque chose comme une photo, enfin, commence par l'exigence de se donner quelque chose comme une photo de la bourgeoisie au début de cette séquence. Effectuant ce travail, Marx met en lumière le fait que s'il y a bien une bourgeoisie, celle-ci est cependant en même temps plurielle. Et comme... donc la séquence qui conduit vers 1848 comprend évidemment des conditions de possibilité sur lesquelles je ne m'arrête pas. Ce qui aiguise la crise, c'est le fait que, outre l'insatisfaction du prolétariat, qui conduit ce prolétariat du fait de la disette, de la crise alimentaire, etc., à exprimer leur révolte dans la rue, c'est le fait que cette même crise entraîne la faillite d'un certain nombre de petits bourgeois, de classe moyenne. Donc il y a bien ici l'indice d'une faille au sein de la bourgeoisie, et que c'est cette faille au sein de la bourgeoisie qui est en tout cas, qui sinon est une condition de possibilité, en tout cas favorise très clairement le processus révolutionnaire de février 1848. Par ailleurs, Marx souligne qu'au sommet de la bourgeoisie, il y a deux bourgeoisies distinctes. Une bourgeoisie, disons, qui a hérité, enfin qui était titulaire de la dette, typiquement d'avant 1789, et qui est resté au fond propriétaire de cette dette et qui tire des rentes, des traites de l'État à la faveur de cette dette. Il l'appelle l'aristocratie financière, et une nouvelle bourgeoisie, la bourgeoisie montante industrielle, mais que celle-ci, au sein de la représentation politique, est complètement minorisée. Et qu'elle supporte très très mal cette situation d'être minorisée. Donc ce qui va se passer, c'est que cette bourgeoisie industrielle va au fond contribuer, participer au pourrissement de la situation, de façon à conduire à la chute de la monarchie de Juillet et réentrer en scène ultérieurement. Je vais très très vite parce que sinon je n'arriverai pas. Marx est très très, comme vous le savez, très critique sur ce résultat. Il résume au fond le résultat de la séquence 1848 en disant que, je cite, le résultat ce fut que les ouvriers remportèrent dans les journées de février la République bourgeoise. République bourgeoise indique bien la distance que Marx entend prendre avec cette affaire. Alors,
Donc, tout au long, Marx souligne que tout au long de la séquence qui suit immédiatement février, la bourgeoisie garde la haute main sur le processus politique. Pas d'ouvriers au sein du gouvernement, ou juste un en joker, en disant, mais Marx, en tout cas, souligne la fraction bourgeoise conservait dans ses seules mains le pouvoir d'État réel et les rênes de l'administration. De surcroît, le salariat est intouché. On ne touche pas au salariat et les ouvriers restent complètement dans cette situation-là. Bon. Sans entrer dans les détails de l'analyse de Marx, je veux juste essayer d'en faire ressortir le sens politique au travers de deux aspects. Le premier, c'est, on renvoie à ce que j'appelle un peu pompeusement l'essence de la politique. Le second, sur les enseignements politiques plus précis, stratégiques sur la situation, sur la séquence 1848 du point de vue du prolétariat. Bon, quant au premier point, disons que le politique consiste essentiellement en une double opération. Il s'agit d'une part de poser un commun qui doit faire l'objet d'une gestion dans l'intérêt collectif. Et ce commun est posé comme l'objet d'un nous, mais il n'est pas seulement posé comme l'objet d'un nous comme tel, il est posé comme aussi ce qui peut être légitimement géré par un certain nous qui est un corps plus étroit que le corps de l'ensemble de l'État. Le deuxième point, le nous qui donc en est le dépositaire naturel, les propriétaires, ceux qui parmi eux se présentent comme les plus dignes représentants, etc. Et l'État, par ailleurs, deuxième point, a pour rôle d'être l'outil du commun. Donc l'État doit être compris comme un ensemble d'outils, d'instruments, de moyens, l'ensemble des appareils, j'entre pas dans le détail, et cet ensemble de l'appareil d'État est conduit, guidé sous la supervision de ces seuls membres du nous, lesquels, de ce nous, de ceux qui sont habilités à représenter l'État bourgeois, comme j'ai déjà mentionné. Remplir ces missions suppose évidemment que l'État dispose de ressources, levées de différentes manières, et sur lesquelles les équipes au pouvoir jouissent d'un pouvoir largement discrétionnaire. En sorte qu'on doit dire que ces ressources constituent, pour une part non négligeable, un droit de prélèvement pour les groupes au pouvoir. Si on synthétise, donc la politique apparaît ainsi comme l'unité de ces trois moments, j'en ai ajouté un, la définition du commun, celle du nous, et enfin la prise de contrôle sur les ressources qui constituent l'État en tant qu'outil. J'en viens à mon second point, qui concerne les enseignements pour le prolétariat sous l'angle de la stratégie politique. À la lecture du texte de Marx, la conclusion très claire, c'est que le prolétariat, au fond, en tout cas du point de vue de Marx, n'a rien gagné de 1848. La domination qu'il subit dès juin n'est pas moindre que celle qu'il subissait auparavant. Sa déposition n'est pas moins totale. En sorte que, alors qu'on pouvait voir en février 1848 l'événement comme l'aube d'une séquence importante pour l'émancipation ouvrière, il n'y en a au final rien été. Le suffrage universel, note Marx, pour séduisant qu'il soit, n'a nullement donné accès à l'éligibilité. Dans l'Assemblée, lui on met pas un seul ouvrier, certes, quelques intellectuels bourgeois sociodémocrates passant pour les rouges, mais pas un seul ouvrier, encore une fois, accréditant donc le caractère d'infance de la classe ouvrière, incapable d'énoncer pour et par elle-même son bien et la manière de la mettre en musique. Poursuivant l'analyse, on comprend ainsi que si le prolétariat n'a rien gagné, c'est aussi parce qu'il a d'entrée de jeu renoncé à jouer de sa puissance pour peser politiquement. Marx écrit, je cite, « Les ouvriers avaient fait la révolution de février conjointement avec la bourgeoisie. Et c'est à ses côtés qu'ils tentèrent d'affirmer leurs intérêts, etc. » Mon point, c'est la distinction de ce... Oui, j'ai tout de suite fini. Mon point, c'est la distinction entre le conjointement et le à ses côtés. Conjointement suppose qu'ils ont été, en fond, à partie quasi égale, à partie prenante comme subjectivité politique dans l'événement de février 1848, alors que la seconde partie de la phrase, le à ses côtés,
c'est-à-dire aux côtés de la bourgeoisie, suggère que le prolétariat s'est mis d'emblée dans une espèce de second rang, dans l'ombre de la bourgeoisie, et a laissé la bourgeoisie prendre, au fond, les rênes de toute l'affaire. Et ici, ça fait écho, moi, à des propos que j'ai entendu Besancenot prononcer à plusieurs reprises dans des interviews disponibles sur YouTube, qui, régulièrement interrogé sur le faible score de Poutou, dit oui, les membres des classes modestes pensent que Poutou n'est pas présidentiable. Donc, quelqu'un qui est des nôtres n'a pas les moyens, ne peut pas prétendre à être un présidentiable. Et je me demande si quelque chose d'analogue n'a pas joué ici. Marx n'est pas très disant, mais c'est comme si, effectivement, d'emblée, le prolétariat de 1848, à lire le texte les suggestions du texte de Marx, s'était placé au fond en second rang, considérant qu'il n'était pas question qu'ils accèdent à des fonctions gouvernementales sérieuses, etc. etc. Donc ils ont laissé le champ libre à la bourgeoisie, ils n'ont pas lutté, ils n'ont pas essayé de rester dans la gouvernance du pays, ils l'ont laissé à la bourgeoisie. C'est en tout cas ce que suggère le propos. Bon, conclusion. Si on suit de nouveau le texte de Marx, c'est que, au fond, le politique, ce n'est rien d'autre que les rapports de production. Il n'y a pas d'au-delà des rapports de production. Ce qui veut dire que pour le prolétariat, prendre le contrôle, s'émanciper, ça veut dire prendre en main le renversement des rapports de production. Au-delà, il n'y a pas d'action émancipatrice du prolétariat par et pour lui-même. Et je rappelle ici ce dernier mot de Marx, enfin ce mot de Marx régulièrement répété, au fond, le prolétariat ne s'émancipera que par lui-même. Il ne peut pas attendre son émancipation d'ailleurs. Attendre son émancipation d'ailleurs, c'est au fond ce que fait le prolétariat dès février 1848 passé, et le résultat, c'est que le prolétariat s'est remis complètement sous la dépendance et à la merci de la bourgeoisie en tant qu'elle contrôle les rapports de production. Voilà. J'aurais pu vous dire encore mille autres choses, mais je préfère m'arrêter à ce point-là. Merci de votre attention.